L'Ukraine est-elle ce petit État démocratique épris de liberté que les médias français annoncent? Que pensent les habitants de Mariupol de l'arrivée des Russes? Peut-il y avoir un incident nucléaire venant de la centrale de Zaporijjia? À ces questions répondra le journaliste et reporter Sylvain Baron. Il est allé sur ces terrains nous montrer en exclusivité des images inédites de ce conflit russo-ukrainien. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. C'est parti! Ah, bravo. Bonsoir à tous, Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors on était tout à l'heure sur GPTV Actu, voilà, vous êtes venus sur Géopolitique Profonde, voilà, 2 émissions, 2 chaînes différentes. Là, ce soir, on reçoit Sylvain Baron, il a été sur les terrains de guerre, nous montrer des images que vous ne verrez jamais, parce que ce n'est pas les journalistes d'LCI qui vont dans ces endroits, en tout cas, ils ne le font pas, ça c'est évident. N'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà la lettre de ce mois d'août, de cet été. D'excellents articles. Évidemment, vous retrouvez les conseils de lecture de Philippe Perlin. Mais là, surtout, le dernier article de Lucien Cerise que vous adorez tous sur les 2 antisionismes. Alors, salut mon Sylvain. Tu vas bien là? Je vois que t'es beau gosse là, t'es en petite chemisette là. Disons que c'est circonstance avec la température. Bon, dis-moi, cher Sylvain, t'es parti, d'ailleurs on t'a eu ici en plateau avant ton départ. Ouais. Là tu reviens après je crois 1 mois et demi, 2 mois d'Ukraine. Qu'est-ce que t'en as tiré? Beaucoup moins de temps. Combien de temps? Un peu moins de 2 semaines. Ah 2 semaines, ah, putain moi je rajoute tout le temps, tu me connais. Hein. Oui, bah, c'est l'effet grossissant. Voilà. Mais de toute façon c'est assez intense. Donc j'ai passé quand même quelques jours avant à Moscou. Donc c'était aussi, j'ai recueilli pas mal de témoignages, j'ai fait pas mal d'images aussi là-bas. D'ailleurs t'as eu peur d'y aller? Parce que tu m'as dit, voilà, si j'y vais, est-ce que je ne vais pas être embarqué à mon arrivée de Russie? Alors je craignais plus effectivement la réaction des autorités françaises à mon retour, puisqu'on sent quand même qu'il y a un climat assez délétère sur le... voilà, il y a des délits d'opinion. Si on n'est pas favorable à livrer des armes et des munitions à l'Ukraine, on est qualifié nécessairement de pro-russe et éventuellement d'agent d'influence si on va travailler là-bas. Bon, surtout si on est invité par la Russie, alors là c'est encore pire. Donc j'avais un petit peu ces craintes, d'autant que je suis un activiste politique. Mes craintes pour l'instant restent infondées puisque j'ai pas eu de soucis à mon retour. D'accord, très bien. Bon bah déjà, c'est déjà ça. Donc tu as été à Moscou et ensuite donc tu es allé dans les zones de guerre. Oui, ça. Alors je suis pas allé sur la ligne de front directement. J'étais à quelques kilomètres lorsque j'étais à Tokmak, qui est juste sur la ligne Surovikin, ou sur la centrale nucléaire d'Energodar, où là on est vraiment à 2 km de la ligne de front. Donc ça m'a permis de voir un certain nombre de choses et puis surtout récupérer des témoignages des populations locales. Alors les témoignages, on va les voir et tu vas les commenter, mais qu'est-ce que tu en conclus un peu de ce voyage par rapport à ce qui se dit dans les grands médias français? Le problème, c'est que les grands médias ont un parti pris qui est pro-ukrainien. Donc déjà, l'essentiel de leurs reportages se font en Ukraine et très peu finalement se font en Russie, côté russe en tout cas de la ligne de front. Donc il n'y a pas un équilibre. Moi, ce que j'ai pu voir, la première chose qui m'a impressionné, c'est que quand on est à quelques kilomètres derrière la ligne de front côté russe, c'est calme. Donc c'est déjà la première chose qui m'a impressionné parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de destruction. Bon, à Mariupol et Tokmak, oui, j'en ai vu très clairement. Quand on est à Energodar aussi, on voit bien que la ville a pris cher. Mais quand on est vraiment à Melitopol et d'autres villes comme Bryansk et d'autres villes comme ça que j'ai pu croiser, c'est calme, c'est pas détruit et les gens surtout, c'est ce qui a été le plus intéressant, c'est que finalement si on voit pas tellement d'actes de résistance contre l'occupation russe, c'est que les gens sont tout à fait satisfaits. Et ça, je m'attendais... Pour eux, c'est pas une occupation ? Non. Non, ils considèrent ça comme une libération. Il y a des gens qui, les gens avec qui j'ai parlé m'ont dit il y a de tout du côté de la ligne de front, de notre côté de la ligne de front. Il y a des pro-ukrainiens, il y a des gens qui sont neutres, qui s'appellent les attentistes, et il y a évidemment massivement des gens qui sont pro-russes.
Il y a quand même quelque chose, par exemple, à Tokmak, j'ai discuté avec des personnes âgées qui parlaient le surgique. C'est quoi? Alors, c'est un mélange d'ukrainien et de russe. D'accord. Et c'est là où, quelque part, moi, je me faisais la réflexion intime à la suite de ça, en me disant, parce que ces gens expliquaient que c'était justement un mélange des deux langues, que les nationalistes ukrainiens avaient été stupides, quelque part. Parce que l'État ukrainien est très jeune, hein, il naît réellement à la chute de l'URSS. Et finalement, ces gens qui espéraient homogénéiser culturellement, linguistiquement leur pays, s'ils avaient été patients, s'ils avaient laissé le temps faire les choses sur quelques décennies, en fait, ça se serait fait naturellement, puisque déjà, les Ukrainiens parlaient un peu les deux langues, voire avaient un mélange, et ça pouvait se faire tranquillement. Ils ne l'ont pas voulu, ils ont voulu faire du forcing, et bon, voilà ce qui en découle. Donc c'est quelque chose qui est assez triste. Toi, tu es journaliste? Tu es reporter? Non, je me Si, t'es devenu journaliste. Là, tu fais maintenant des reportages, tu es journaliste. Bon. T'es pas juste un lanceur d'alerte ou un citoyen. Je me considère à la rigueur plutôt, je prends une carte essayiste, puisque quand j'avais écrit mon livre Révolte, il avait fallu que je source mes informations. Alors, tu es essayiste. Et là, j'ai rédigé un nouveau bouquin donc, par rapport à mon voyage en Russie, où là encore, je peux sourcer du coup les informations, puisque j'ai été à la source directement. Mais j'ai pas de carte de journaliste et je prétends pas être journaliste. Non, mais de toute façon, pas besoin. Enfin, moi j'ai une carte, mais c'est pas obligatoire d'avoir une carte. Mais bon, ça c'est pas. On va dire une démarche. Mais voilà, bon, on va dire que tu as une démarche journaliste. Je voulais te poser cette question. Toi, tu n'as pas un parti pris dans un camp particulier. Tu n'es pas un pro-russe, tu n'es pas un pro-ukrainien. Non. Tu es parti là-bas avec une vision, on va dire, neutre. Alors, neutre, non, parce que d'abord, je défends nos intérêts nationaux. C'est pour ça que je ne me prétends pas journaliste, c'est parce que j'arrive avec un parti pris politique en considérant que la France ne doit pas se mêler de cette guerre, être juste un pays qui fait de la médiation, ce qu'elle a toujours fait. Oui, mais être médiateur, c'est pas choisir un camp. Voilà, c'est ça, c'est garder sa neutralité, ne pas livrer des armes ou des munitions à un quelconque camp, mais être là pour aider les deux camps à discuter. Donc ça, c'est mon parti pris parce que ce sont nos intérêts nationaux. Du reste, si l'Ukraine m'invitait à faire exactement la même chose que j'ai fait du côté russe de la ligne de front, j'irais. Et pourtant, j'ai des préjugés par rapport à ce qui s'est, par rapport au régime ukrainien, par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que c'est tout à fait intéressant, malgré mes préjugés, de justement y aller. Et d'ailleurs, j'avais des préjugés positifs ou négatifs vis-à-vis de la Russie aussi. Tu avais quand même des préjugés aussi vis-à-vis de la Russie? Oui. Tu avais des préjugés sur les deux pays? J'avais un préjugé, par exemple, alors plutôt positif sur la Russie, mais avec des préjugés aussi un petit peu négatifs, où je me disais, il faut la propagande la propagande aussi, quelque part, vis-à-vis de la situation de la centrale d'Energodar, qui disait elle est régulièrement bombardée. Moi, je me disais, ils abusent un peu. En fait, les Ukrainiens sont certainement en train de cibler des troupes tout autour de la centrale, mais pas la centrale en elle-même. Tu as des images de la centrale? Oui. Alors, on va les montrer. Alors, c'était pas du tout le timing choisi, mais bon, allez, comme on a un excellent réalisateur, on va choisir ce timing-là pour montrer cette centrale. С той стороны нельзя, с этой, я думал, можно. Alors, cher Sylvain, là, tu as pu filmer cette centrale. Raconte-nous. Alors déjà, je précise que pour des questions de sécurité, on ne pouvait pas filmer la plupart des vues à l'intérieur. Et en plus, pas de peau, j'étais extrêmement crevé le matin où on est parti. J'ai oublié la seule caméra que je pouvais utiliser pour faire ça. Donc je manque de prise de vue, mais quand même, il y a des choses qui étaient très intéressantes à voir, et notamment sur ce fameux préjugé que j'avais vis-à-vis des accusations russes concernant les bombardements qu'ils subissaient de la part des Ukrainiens sur la centrale elle-même. Mon préjugé était qu'ils grossissaient le trait pour se scandaliser, alors qu'en réalité, dans mon idée, c'était les Ukrainiens qui bombardaient, mais plutôt tout autour, là où il y avait des concentrations de troupes russes. Ah non. Quand je suis allé dedans, dans la centrale, puisqu'on l'a vraiment visitée, je savais où était la ligne de front, puisque c'est pas très difficile, c'est le fleuve qui en fait la démarcation. Donc, elle a réellement été bombardée, notamment
24 avril dernier, je suis en train de reprendre un petit peu mes notes. Le 7 avril 2024, il y a eu une attaque de drone avec 2 blessés parmi les techniciens qui travaillent dedans. Et clairement, quand on voit d'obus, de drones, c'est pas la façade qui serait d'une trajectoire venant de la ligne de front côté russe. On voyait bien que ça venait du côté ukrainien, à moins que les drones et les obus s'amusent à faire des loopings faut pas déconner. Donc effectivement, les Ukrainiens ne sont pas sérieux puisqu'ils visent délibérément la centrale. J'ai vu les fenêtres qui étaient soufflées, il y avait des choses que je trouvais assez scandaleuses. Il y avait notamment un réservoir d'eau qui sert à refroidir la centrale qui était criblé d'impacts. On se dit, c'est un réacteur nucléaire, il faut que ça reste refroidi, il ne faut pas taper dedans. Bon, mais apparemment, les Ukrainiens sont un peu en mode je m'en foutisse là-dessus. Il y a aussi autre chose que j'ai vu qui était assez intéressant dans cette centrale. Mais justement, cette centrale, quels sont les risques si elle est détruite ? Clairement, il peut y avoir un accident ça peut être nucléaire, un Tchernobyl. Un second Tchernobyl. Donc, il faut pas déconner avec ça. Et les Ukrainiens, on le voit aussi avec la centrale de Koursk, là, du fait de leur incursion actuellement du côté de Koursk, justement, ont aussi bombardé la centrale. Donc, ils n'ont pas de problème avec ça, visiblement, et je les comprends pas, d'autant qu'ils ont vécu Tchernobyl. Tchernobyl, c'est en Ukraine, c'est près de Kiev. Et il y avait autre chose que je trouvais assez intéressant. Donc, vous vous rappelez qu'il y a eu l'explosion du barrage de Kakhovka le 6 juin 2023. Et c'est une énorme retenue d'eau, justement, dans laquelle la tuyauterie de la centrale pour alimenter en eau, pour refroidir les réacteurs, allait dans cette retenue. Or, le Dniepr a baissé du fait que le barrage a sauté. Donc les Russes ont dû improviser en très peu de temps pour pouvoir réussir à acheminer de l'eau. Et c'est là où on voit qu'ils sont quand même sacrément résilients, puisqu'en moins de 3 mois, ils ont réussi à forer 60 mètres un puits de 60 mètres de profondeur jusqu'à la nappe phréatique pour aller chercher l'eau dont ils avaient besoin pour refroidir la centrale. Et ça, dans des conditions où j'ai pu voir, pour aller jusqu'à la centrale nucléaire, pour aller jusqu'à Vildener-Godard, tout ce coin-là, c'est pas des routes faciles, c'est vraiment caouteux. Et il faut voir qu'il y a, je crois de mémoire, plus de 700 personnes qui travaillent. 95% d'ailleurs du personnel est resté, puisque on a discuté avec le directeur de la centrale. Je lui ai posé la question s'ils avaient ramené du personnel russe pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trahison ou de problèmes comme ça. Ils nous ont dit non, c'est 80% du personnel qui travaillait déjà dedans qui est resté. Bon, et ces gens-là doivent bouffer, doivent être alimentés. La centrale doit être alimentée en énergie, donc il a fallu faire passer des câbles électriques aussi. Les Russes sont très très débrouillards dans des conditions absolument vraiment compliquées, dont on se demanderait comment nous on ferait dans des circonstances similaires. Ils sont très très débrouillards. Pardon monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.